Merci. À mon tour aussi de remercier les étudiants et les élèves du Master Rose et de Gilles qui dirige le Master depuis une vingtaine d'années et toute l'équipe CMA de m'inviter. C'est un grand plaisir. Et c'est un grand plaisir de revenir chaque année donner quelques cours et quelques modestes contributions à la formation de nos ingénieurs, le futur de l'énergie. Et la France a de quoi voir l'énergie et l'avenir en vert. Je dirais que, avant de parler du prix, alors, sinon je vais utiliser à l'ancienne, c'est plus simple. Avec ça. Tout à l'heure, c'était donc, je commencerai par le constat, c'est qu'il y a un changement climatique, c'est la pollution, c'est une externalité négative, et donc, automatiquement, toute transition énergétique qui a pour objectif d'introduire des énergies vertes, sera une mesure d'internalisation de cette externalité positive, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc si je reviens à l'histoire rapide, les Européens ont fixé une stratégie, des objectifs à l'horizon 2020, nous sommes en 2020, donc c'est la règle des 3-20, 20% d'énergie renouvelable de consommation énergétique finale, 20% de réduction des gaz à effet de serre et 20% d'efficacité énergétique. Après, bon, on a augmenté les objectifs, c'est bien toujours de lever la barre. Mais en tout cas, pour réduire les émissions, on était dans l'idée d'une taxe carbone. J'entends bien le discours de M. Semandi qui disait que les gaziers sont demandeurs d'un vrai prix du carbone qui va pénaliser les technologies polluantes, en particulier le charbon. Et si vous voulez, en Europe, on a fait un autre dispositif qui est globalement, c'est notre taxe carbone à nous, c'est les permis de pollution, qui, bon, des années sont restés trop bas, autour de 5 € la tonne, et puis il y avait un changement institutionnel qui a fait que en 2019, et juste avant la crise du coronavirus, on était aux alentours de 25-30 € la tonne, et c'est le prix symbolique pour assurer une transition énergétique. Et surtout, un remplacement des centrales à charbon polluantes par un gaz plus propre et plus flexible, et en particulier si sa technologie du gaz va venir du gaz renouvelable, le biométhane. Ok. Donc si vous voulez, l'Europe, et la France y compris, a mené une politique publique de soutien des énergies renouvelables parce qu'elle était consciente qu'il faut internaliser cette externalité positive des énergies vertes. Le feed-in tarif, le feed-in premium, les appels d'offres, vous connaissez le dispositif, c'est très connu. Et donc, si vous voulez, à un certain moment, la question qui se pose, quelle est l'influence de tous ces dispositifs de soutien? Quelle est l'influence de l'intégration des énergies renouvelables sur le prix d'électricité, si vous voulez? Et le prix d'électricité qui nous intéresse, c'est ce qu'on paye, c'est la facture. C'est monsieur et madame Dupont. Leur facture d'électricité s'élève à combien à la fin du mois? Parce qu'il y a une différence entre le prix sur le marché de gros, qui a baissé de façon spectaculaire à cause, je ne prends pas de position aux énergies renouvelables, et il y a le prix payé par le consommateur final qui va intégrer, parce que ça c'est le prix de gros, c'est le prix sortie central, auquel il faut rajouter le prix de raccordement, de transport, de distribution, et puis les taxes. Donc si vous voulez, le prix d'électricité a été impacté par la transition énergétique. Et si vous voulez, il faut quand même prendre en compte cela. C'est pas pour dire qu'il faut arrêter de faire des énergies renouvelables, mais pour être conscient des surcoûts qui sont occasionnés par l'intégration des énergies renouvelables. Et des surcoûts, ça passe d'un point de vue comptable, parce que tout à l'heure, j'entends bien que le gouvernement a changé le dispositif de soutien à la filière du biogaz, parce qu'il y a une enveloppe budgétaire, le budget de l'État, les ressources financières de l'État ne sont pas inextensibles, et à un certain moment, l'État il va dire, écoutez, moi j'avais une enveloppe consacrée
au développement de cette filière. Là, l'enveloppe s'est épuisée, je vais racler les fonds du tiroir, mais il n'y a plus de sous, quoi. Et c'est ça la logique, parce qu'en économie, on dit la seule vérité, c'est la vérité des coûts et la vérité des prix. Et donc, si vous voulez, bien sûr que les énergies renouvelables constituent une externalité positive, bien sûr qu'il faut mettre le prix et les subventionner, parce que l'externalité, il y a deux façons de la prendre en économie, soit on va taxer, soit on va subventionner. Donc on a choisi de taxer les pollueurs, ceux qui émettent le CO2, et on a choisi de subventionner de façon volontariste les énergies renouvelables, et c'est comme ça qu'on intègre cette externalité. Et donc si je prends l'ensemble du système dans son fonctionnement, il est challengé par cette mutation qui nous est imposée, c'est en masse. Soit on le fait, soit on va disparaître. Il n'y a pas d'autre solution. Mais en étant conscient des coûts que ça va générer. Donc je vais aller rapidement. Je prends l'exemple allemand, qui est l'exemple le plus célèbre, parce quand même, la capacité installée en Allemagne, elle dépasse les 100 gigawatts. Je rappelle qu'en France, la capacité nucléaire ne dépasse guère les 63 gigawatts. Nous avons 58 réacteurs. Bon, après la fermeture de Fessenheim, on a perdu, on va dire, 1,6 gigawatts. Et donc, si vous voulez, c'est le pays qui nous donne vraiment la leçon pour voir les perspectives et les trajectoires du prix de l'électricité en France. Alors, si vous voulez, la coalition allemande, CDU, PSD, après les Grünen, etc., donc toute la classe politique allemande est d'accord sur la transition énergétique. Donc il y a un consensus national, et je crois que c'est en train de se faire en France, parce qu'il faut s'élever au-dessus des contingences politiques. C'est un sujet sérieux, il ne faut pas le laisser... il n'y a pas d'idéologie à avoir là-dessus. Il y a les bonnes politiques énergétiques et les mauvaises politiques énergétiques. Et, si vous voulez, à l'instar de ce qu'on appelle le trading énergétique, l'énergie doit être verte, elle doit être compétitive, elle doit nous assurer notre indépendance vis-à-vis des importations de pays étrangers qui peuvent nous être hostiles. Donc, si vous voulez, il y a ces installations. Est-ce que les ENR ont tenu leurs promesses? Donc, de façon objective, oui. Là, l'expérience allemande, c'est une très bonne aventure technologique et industrielle. Mais on n'a pas de quoi rougir parce qu'on est en train de leur emboîter le pas avec un certain retard, parce qu'on a des contraintes, on a une histoire aussi, nous avons beaucoup de nucléaire, donc on y va à notre rythme, mais on va y arriver. Et donc, si vous voulez, je vais parler de, si vous voulez, les challenges, je vais rester poli parce que moi je suis ni pro renouvelable, ni pro nucléaire, comme disait Deng Xiaoping. Peu importe que le chat soit blanc ou noir, ce qui importe, c'est qu'il attrape les souris. Voilà. Donc si le renouvelable peut me donner une énergie verte et compétitive, why not? On peut le faire maintenant. Mais si le coût peut se révéler exorbitant, ben, il faut y aller à un rythme modéré, de sorte à ce que l'économie nationale soit en mesure de le payer. Donc si vous voulez, je vais rapidement dire les challenges. Le premier challenge, c'est l'intermittence. Ok, donc il n'y a pas, par exemple actuellement, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut démarrer des centrales rapides suffisamment flexibles pour couvrir, pour faire le relais. Et en général, c'est des centrales à gaz. Et j'espère bientôt ça va être du biogaz. Ok? En France, un clin d'œil, on est en train de faire jouer ce rôle au nucléaire. Et à la base, ce n'était pas son rôle. Je viens de dire à la base, parce que c'est une technologie de base. Il n'est pas destiné à faire du backup. Le backup, c'est plutôt le gaz. Des prix négatifs. Donc parfois, sur le marché spot, le marché de gros, il y a apparition des prix négatifs. Il y a beaucoup de vents qui souffrent du nord de l'Europe, on n'a pas où le mettre, et c'est de l'énergie fatale, il faut absolument s'en débarrasser. Et parfois les opérateurs sont prêts à payer des barrages suisses, des steps suisses, pour se débarrasser de cette énergie qui devenait encombrante, on n'a pas où la mettre. Donc il y a un problème, c'est un appel, c'est un signal prix, pour rappeler les technologies de stockage qui tardent à se développer. En tout cas, la dernière donnée que j'ai vue ce matin, 820 MW, très bien. Ben, il y a Elon Musk qui nous dit Battery Day, ben chiche, il faut y aller vite et rapidement.
mais à un prix accessible à nos économies qui sont déjà surendettées. Le matin, on en a déjà parlé, et le monsieur David de RTE a parlé de la nécessité de renforcer les réseaux, et donc ça aussi, il faut le réintégrer. Et puis, je viens de dire, c'est qu'il y a un écart exorbitant entre le prix du marché de gros et le prix final payé par le consommateur final. Et donc, il faut intégrer ce qu'on appelle en France la contribution sociale du service public d'électricité, qui est capée en France à 22 € mégawattheure depuis 2016-2017, mais qui s'élève en Allemagne à 65 € le mégawattheure. Et par conséquent, il y a en France, M. Tcheria vient de le montrer, c'est 38% du prix du mégawattheure en France, mais en Allemagne c'est 58, etc. Oui. Excusez, M. Blinken, il reste 5 minutes de présentation. Oui, mais j'ai bien tout dit. Ok. Et donc, si vous voulez, pour conclure, je dirais que il faut être optimiste, parce que la transition énergétique, on va la faire. Il y aura des coûts, il y aura des surcoûts, et surcoûts, il faut les intégrer. Et donc, si je parle d'un point de vue d'un État stratège, d'un État planificateur, qui est en train de laisser les acteurs du service, les acteurs énergétiques. Tout à l'heure, M. Tchernia nous a présenté un business model révolutionnaire, why not? Il faut que ça se développe. Il faut faire confiance aux acteurs, il faut faire confiance au territoire, mais il faut toujours derrière, l'économiste, il va vous dire, attention, combien ça coûte, et est-ce qu'on a les moyens de le faire? Parce que comme des anglo-saxons, there is no free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. Il faut passer à la caisse. Vous voulez faire la transition, ça a un coût. Mais comme on a dit le matin, les coûts de la transition énergétique sont largement inférieurs aux coûts de la non-transition. Parce que la non-transition, on va aller vers une catastrophe écologique, et on est en train de voir les prémices. Et donc, pour conclure, l'énergie renouvelable, c'est ma conviction modeste, va faire augmenter les prix d'électricité vis-à-vis du consommateur final, mais il faut l'accepter, c'est le prix à payer pour rémunérer la vertu. Si je paraphrase Montesquieu, okay? Il faut rémunérer il faut rémunérer la vertu, et il faut punir le vice. Le vice, c'est le charbon, chez nos amis allemands, et demain, c'est le gaz. Donc j'aimerais bien qu'il y aura le biogaz après la relève. Donc les énergies fossiles, il faut les condamner, il faut les punir, mais il faut encourager. Je terminerai par faire un clin d'œil. Les deux énergies vertes qui restent, c'est le nucléaire avec le renouvelable. Il ne faut pas enterrer le nucléaire rapidement, parce qu'on en a besoin, même dans les scénarios de l'ADEME 100% renouvelable, il intègre une baisse progressive du nucléaire. Et il faut faire avec, elle est là, il faut faire avec, même si on a comme objectif, même si c'est légitime d'avoir comme objectif d'en sortir définitivement. Comme disait avec notre débat tout à l'heure, on ne doit pas commettre l'erreur des Allemands qui ont remplacé le nucléaire avec le charbon. C'est le comble. Ok? Et donc voilà, si vous voulez, ce que cette transition énergétique aura comme impact de façon rapide sur le prix de l'électricité. Merci à vous.